Bienvenue à toutes et tous ici en présentiel et également à celles et ceux qui sont en ligne, qui nous rejoignent pour cette rencontre. Et à l'IRIMO, on est très heureux d'accueillir Michel Razal. Alors avant de le présenter, juste repréciser le sujet. Donc c'est sur les négociations des frontières maritimes entre le Liban et Israël. Et donc c'est en octobre 2022 que le Liban signe avec Israël l'accord de délimitation des frontières maritimes. Et à l'époque, avec l'accord de la force dominante du pays qui est le Hezbollah, à l'époque, rien ne pouvait se faire sans l'aval du Hezbollah et donc sans l'aval de l'Iran aussi derrière. Et en janvier, après plus de 2 ans de vacances présidentielles, on a enfin un président, donc Joseph Aoun, et le Premier ministre Nawaf Salam, qui vont devoir là aussi faire face au défi des frontières, parce qu'en fait, c'est peut-être pas tellement connu, mais il y a une partie des frontières terrestres avec la Syrie qui n'ont jamais été réellement délimitées officiellement. Donc ça, il y a un enjeu et des défis assez importants. Et alors je vais présenter Michel. Voilà, je suis vraiment ravie de te retrouver, Michel. Donc tu es expert international en négociation et gestion des conflits, docteur en gestion des entreprises. Tu es le fondateur du Centre européen de la négociation et tu es aussi le fondateur et président de la Fondation Razal pour l'éducation, la recherche et la paix au Liban. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Et notamment le 12 avril dernier, la Fondation a remis le prix de la prévention des conflits et la paix au Liban, qui a été remis donc à la Commission nationale pour les personnes disparues. Et je tiens à dire, donc, notamment, c'est autour de ton livre, cette rencontre, Occasion manquée, donc les secrets des négociations maritimes Liban-Israël, et la vente, en fait, de ce livre est intégralement reversée à l'association qui est en charge de l'éducation des orphelins de l'armée libanaise. Voilà, donc c'est important, je tiens à le souligner. Et donc, cette rencontre, ça va être, on va attaquer le sujet tout de suite, d'emblée. Et puis après, il y aura un échange, évidemment, avec la salle, ceux qui sont en ligne. Alors, tout d'abord, pourquoi ce livre? Alors, je veux dire, moi, j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré, parce que d'abord, c'est un livre extrêmement riche, très pédagogique, très documenté, préfacé aussi par le général à la retraite, Bassam Yassine. Qui était le chef de la délégation libanaise. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Alors justement, pourquoi avoir fait un livre sur un tel sujet? D'abord, merci, et puis je suis ravi d'être avec vous tous. Ce livre a été écrit pour l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 parties dans cette négociation, 2 grandes étapes. Une première étape qui a été conduite par la délégation qui a été nommée et par l'ancien président de la République, Michel Aoun, et par le commandant en chef de l'armée en ce temps-là, qui est devenu maintenant président de la République, Joseph Aoun. Et donc, cette délégation qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour préserver les intérêts du Liban a été mise à l'écart à un moment donné, et ce sont les politiques qui se sont emparés de cette négociation avec les conséquences qu'il y a eu, c'est-à-dire on n'a pas réellement défendu les intérêts du pays et les intérêts personnels sont venus se substituer et dépasser même les intérêts généraux. Et voilà pourquoi ce bouquin est là pour l'histoire et pour qu'on ne dise pas on ne le savait pas. Alors, je précise que Michel Aoun et Joseph Aoun n'ont aucun lien de parenté. Vraiment, c'est important, parce que n'est pas du tout dans la même perception des choses. Et heureusement, parce que ça a été quand même assez catastrophique avec le président précédent. Alors, quel a été le déclencheur de ces négociations? Avant qu'on le dise, oui, il va falloir quand même, pour que tout le monde puisse comprendre comment ça se passe, parler de ce qu'on appelle la zone économique exclusive. On va partager les cartes, justement. Qui donne à chaque pays la surface maritime qui est face à sa côte. Alors, attends, je vais te... Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la découverte de vastes gisements gaziers et pétroliers en Méditerranée orientale qui ont attisé et aiguisé les appétits des pays riverains, c'est-à-dire Liban, Syrie, Israël et Chypre, et qui ont attisé les contentieux frontaliers entre eux, parce que chacun veut récupérer la plus grosse partie. Alors, la plus grosse partie qui se trouve dans sa zone économique exclusive, là on voit les différentes zones économiques exclusives des 3 pays, et selon le droit de la mer, c'est l'espace maritime sur lequel un État côtier peut exercer ses droits souverains et économiques en matière d'exploration des ressources, quelles qu'elles soient, gazières, pétrolières et toute autre ressource. Et elle s'étend sur 200 000 des côtes. Voilà, ça c'est le droit de la mer qui le dit. Et chaque pays, pour définir sa zone économique exclusive, trace une ligne, la dépose aux Nations Unies, et pour qu'elle soit reconnue, au cas où il y a chevauchement de lignes, parce que ça peut arriver, le droit de la mer précise que les 2 pays doivent conduire une négociation bilatérale pour aboutir à un accord qui soit équitable et acceptable par les 2 parties. Voilà. Donc pour cela, chaque pays s'appuie sur des critères objectifs, normalement, qui sont donnés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle UNCLOS, la jurisprudence de la Cour internationale de justice et la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer. Donc, il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de règles, et l'objectif de ces négociations est de parvenir justement à cet accord équitable et acceptable par les 2 parties. Pour quelle raison? Cet accord permet de pacifier l'extraction des ressources maritimes et à ce moment-là d'apporter une sécurité, une stabilité pour les compagnies internationales qui vont venir et investir au départ beaucoup d'argent. Alors que s'il y a des conflits, comme on peut l'imaginer, ce manque de sécurité va faire qu'elles vont être freinées. Qu'est-ce qui a déclenché cette négociation? Il faut faire un tout petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'en 2002, le Liban était le premier pays de la région à faire des études par rapport à son potentiel en hydrocarbures dans la Méditerranée. Mer Méditerranée était le premier et il est le dernier à l'exploiter. Les autres pays ont tous commencé l'exploitation. Ça, c'est la première chose. En juillet 2010, sans que personne ne précipite le Liban, il a tracé une ligne qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle la ligne 23, et il s'est précipité à la déposer aux Nations Unies, qui est la manière de faire. Mais cette ligne, pour la tracer, le Liban ne disposait pas de toutes les études idoines pour ce faire. Mais il l'a fait. Et en décembre de la même année, Israël dépose ce qu'on appelait la ligne 1, on le verra tout à l'heure, en ne respectant pas le fait que le Liban, qui avait signé en 2007 sa ligne avec Chypre, il y avait ce fameux point qui s'appelle le point 1, qui n'était pas validé. Mais Israël l'a pris quand même et elle n'est pas partie de la ligne 23. Et ceci, entre la ligne 23 et la ligne 1, a créé une zone conflictuelle de 860 km². Mais le Liban, en août 2011, donc désolé pour les dates, c'est très important, confie à UKHO, qui est l'organisme international que tout le monde utilise pour délimiter les frontières maritimes, donc c'est un organisme extérieur, c'est pas le Liban qui le fait, et ce UKHO a proposé au Liban 2 options autres que la ligne 23. Une option qui s'appelait la ligne verte, qui donnait 300 km² de plus de surface maritime, et une deuxième option
qu'on a appelée la ligne 29, qui donnait plus de 1400 km² de plus. C'était UKHO qui applique les règles internationales. Et qu'a fait le gouvernement libanais? Il a enterré cette étude et il s'est précipité à signer un décret qui s'appelle le décret 6433, confirmant la ligne 23, et ils l'ont redéposé aux Nations Unies. Une capacité à se tirer une balle dans le pied. Pas dans ceux qui l'ont signé. Oui, évidemment. Parce que eux, ils avaient des raisons cachées. Ça, c'est clair. Mais pour le Liban. Voilà. Mais pour le Liban, c'était la catastrophe. Ce qui veut dire, la négociation alors, qu'est-ce qui a déclenché la négociation? Ce qui a déclenché la négociation, c'est qu'en juillet 2020, le président de la République confie à 11 spécialistes libanais du droit de la mer, qui s'appelle Najib Massihi, et à son conseiller Tony Haddad, la mission de voir comment est-ce qu'on peut amender le décret 6433 signé en 2011. Et tous les éléments étaient en place pour pouvoir le faire. Malheureusement, il y a eu les explosions du port le 4 août 2020. Du coup, le gouvernement, 10 jours après, avait démissionné. Donc, on ne pouvait pas soumettre au gouvernement le texte d'amendement de ce décret. Le président de la République fait une lettre à la place à envoyer aux Nations Unies, qui n'a jamais été envoyée. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué que d'un seul coup, alors que cette négociation était endormie depuis plus de 10 ans, parce que c'était le président du Parlement, M. Nabi Berri, qui s'en occupait, et on verra qu'il ne s'en occupait surtout pas, en attendant qu'ils voient comment ils peuvent, à titre personnel, profiter, comme ils ont profité de plein d'autres choses au Liban. Donc, les Américains se sont pointés au Liban, ils ont imposé à M. Nabi Berri ce qu'on a appelé un accord cadre, que les Américains avaient prévu, il n'y a pas eu de négociation, quoi. L'accord cadre pour ouvrir cette négociation avec les Américains comme médiateurs. Comme vous le savez, ils sont totalement neutres et que Israël ne les intéresse pas particulièrement, et que c'était mis sous égide des Nations Unies et que c'était, comme le Liban et Israël ne sont pas amis et que pour l'instant ils sont en état de guerre depuis toujours, donc c'était des négociations indirectes, mais en tout état de cause, cet amendement qui allait être fait a été vraiment le propulseur, le déclencheur du début de cette négociation qui a démarré le 14 octobre 2020. Voilà. Donc, elle a démarré avec ces 4 lignes. La ligne 1, dont on a parlé, qui est la ligne israélienne. La ligne 23, qui était la ligne libanaise déposée aux Nations Unies. Mais aussi la ligne 29, que vous voyez qui est un peu recourbée, qui a été préconisée par l'organisme qui s'appelle UKHO, mais que l'armée libanaise, en 2018, elle avait mis en place un bureau de l'hydrographie qui ont fait des études aidés par les Italiens, et ils ont confirmé quasiment la ligne 29. Donc, il y avait réellement des critères objectifs qui militaient en faveur de cette ligne pour le Liban et qui lui accordaient 1430 km² de plus que la ligne 23. Alors, vous voyez entre la ligne 1 et la ligne 23 une ligne qui s'appelle Hof Line. Alors, le Liban donc a connu 6 médiateurs pour cette négociation. Le premier était Frédéric Hof en 2012. Donc, les États-Unis ont proposé sa médiation aux 2 pays, Israël et le Liban, et Hof a divisé les 860 km entre la ligne 1 et la ligne 23, donnant 55% au Liban et 45% à Israël. Les 2 parties l'ont refusé, Israéliens en prétendant que le Liban a eu beaucoup plus, et le Liban en disant que ça ne correspond pas aux études qui ont été faites, qui permettaient
de revendiquer la ligne 23. Donc, ça a sauté. En 2014, il y a eu un autre médiateur qui va revenir en force pour l'accord en question, qui s'appelle Amos Hochstein. Il a préconisé des choses, mais comme le Liban ne peut pas normaliser avec Israël ses relations diplomatiques, donc il a rejeté l'idée d'une exploration commune des 860 km². Voilà. Donc, là, je fais vite et on arrive donc en octobre 2020. La négociation s'est ouverte à Nakoura, dans le sud du pays, donc à la frontière, au point de frontière entre le Liban et la Syrie, là où il y a la FINUL. Et ça s'est passé sous une tente contrôlée par les Nations, par l'ONU, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous voyez ici, parce que je reviendrai là-dessus, en jaune, ce qu'on appelle le champ de Karish, qui est traversé par la ligne 29, et en rouge, le champ de Cana, qui est rouge et qui est traversé par la ligne 1, la ligne Ouf et la ligne 23. Mais en dessous, vous avez le bloc 72, qui est dans la surface maritime, si on reste sur la ligne 23 israélienne. Les autres blocs, c'est les blocs du Liban. Voilà. Alors, justement, par rapport à ces négociations, quelles ont été les principales difficultés au cours de ces... mis à part ça, et j'aimerais bien que tu rentres un petit peu plus dans le détail par rapport notamment à la délégation américaine, les va-et-vient, auxquels la délégation libanaise a été confrontée. Parce que là, et surtout, pour quel résultat? Il y a eu 5 rounds de négociations avec la délégation libanaise. Mais elle a démarré avec des difficultés absolument dingues. Comme le Liban n'amendait pas le décret 6433, donc la ligne officielle du Liban pour les Américains et pour les Israéliens, c'était la ligne 1. Donc le Liban, non, la ligne 23, excusez-moi. Et le Liban a donc démarré avec 2 lignes. La ligne dite officielle, la ligne 23, et la ligne de négociation, la délégation avait un mandat pour négocier à partir de la ligne 29. Mais négocier, ça veut dire négocier, ça ne veut pas dire obtenir la ligne 29. Donc la délégation libanaise n'a jamais dit, nous, on veut 29 et rien d'autre. Ils ont dit, voilà les critères qui nous permettent, et je reviendrai sur les critères un peu plus tard, de dire et de revendiquer la ligne 29. Et donc, on a démarré avec 2 lignes. Ensuite, il y avait un autre point important, c'est qu'autant il y avait une délégation israélienne composée de 6 personnes, etc., qui négociait, qui avait un mandat clair, etc., la délégation libanaise n'était pas seule. Il y avait des acteurs politiques qui étaient cachés, qui agissaient dans les coulisses et qui sabotaient les arguments de la délégation libanaise. Donc, il y avait 2 négociations, une interne et une externe. Et la délégation a fait face à cette difficulté absolument terrible. C'est-à-dire, elle n'était pas soutenue réellement. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre difficulté? Bon, on a dit, les intérêts personnels ont primé sur les intérêts collectifs généraux du Liban. Voilà. Et du coup, la négociation a démarré par une guerre d'opposition. Pour Israël, elle voulait négocier entre la ligne 1 et la ligne 23, donc sur 860 km², alors que le Liban voulait négocier entre la ligne 1 et la ligne 29, c'est-à-dire 2290 km². Et comme dans toute guerre d'opposition, chacun restait ferme sur sa position et la négociation a été bloquée et elle n'avançait pas. Il y a eu plusieurs rounds, donc je reviendrai sur quelques-uns des moments de cette négociation. Le dernier round a eu lieu en mai 2021. Voilà. D'accord. Et si donc on devait déjà aller au résultat, en fait, pour quel résultat et tous ces rounds finalement qui vont, décrédibiliser la délégation officielle libanaise, 2, là aussi finalement desservir le Liban, les intérêts du pays. Si tu devais évaluer cet accord, pour l'instant global, après tu rentres dans le détail. Dans le détail. Oui, oui. Pourquoi Israël refusait en permanence
le point de vue du Liban qui consistait à dire on va négocier entre la ligne 1 et la ligne 29. C'est ça. Quelles étaient les causes de l'obstruction faite par? À votre avis, comme ça, quand est-ce que quelqu'un décide de ne pas rentrer en négociation? Hein? C'est l'avantage. Et qu'est-ce qui lui donne avantage? Oui. Aucun intérêt que le Liban stabilise la frontière on commence à courir. Alors, il faudrait que vous parliez avec le micro. Oui, parce que sans micro, ceux qui sont en ligne ne peuvent pas entendre. On va vous transmettre ça. Je disais pour répondre que personne n'entre en négociation quand il a l'avantage. Et en effet, Israël à ce moment-là avait déjà exploré Karish, avait déjà des plateformes pétrolières en place, était déjà en train de forer sur Karish et n'avait aucun intérêt à ce que le Liban stabilise la frontière avec eux, pour que le Liban ne rentre pas dans le processus d'exploration puis de forage éventuellement. Bon. En gros, si la condition de réussite d'une négociation, c'est qu'aucune des deux parties autour de la table n'ait une solution à l'extérieur de la négociation qui satisfasse ses intérêts. Et cette solution, on appelle l'alternative à la négociation, la meilleure solution de rechange à un accord négocié. Or, Israël avait une superbe alternative, justement, qui était de jouer la montre, parce qu'ils attendaient l'arrivée d'un navire qui s'appelle FPSO, qu'ils avaient commandé à Singapour, qui coûte un demi-milliard de dollars, qui devait venir, et une fois qu'il arrivait au-dessus du bloc de Karish pour commencer l'exploitation, le Liban n'avait plus alors que ses yeux pour pleurer. Allait supprimer ce navire au-dessus de Karish. Donc, Israël n'avait aucun intérêt à aller dans la négociation et à accepter l'idée que le Liban puisse revendiquer cette ligne 29. Comme vous le voyez, elle traverse le champ de Karish, donc il avait des droits là-dessus. Alors que la ligne 23 traverse le champ de Cana, et le champ de Cana, en gros, à 75%, il est au Liban. Donc, toute la négociation, le rapport de force dans cette négociation était où va se situer la ligne de démarcation et la ligne de délimitation des frontières maritimes. Donc, si pour Israël, jouer la montre était meilleur que négociation, donc ils ont fait tarder la négociation, et chaque fois que le Liban a voulu relancer la négociation en disant aux responsables politiques, il faut absolument amender le décret 6433 et aller le déposer aux Nations Unies, immédiatement, les Américains débarquaient, par exemple en avril 2021, c'était David Hale, qui a débarqué à la présidence de la République, et le lendemain, rien n'a bougé. Terminé, on ne dépose pas le décret, on n'amende pas le décret, on ne le dépose pas aux Nations Unies. Vous vouliez parler? Bien croire qu'ils sont en force, comme monsieur a dit, mais d'un autre côté, au regard du droit, ils étaient hors du droit, quoi, puisque cette ligne 29 puisque ça n'a pas été déposé, normalement n'était à personne. Donc, ils ont commencé à forer alors que ça ne leur appartenait pas, en droit encore. Les Israéliens? Oui. Mais bien entendu. Donc, la force, on aurait pu avoir d'autres arguments et puis leur dire qu'ils avaient contrecarré au droit de la mer internationale. Vous savez, il y a eu 3 drones qui avaient été envoyés par Hezbollah au mois de juillet 2022 au-dessus de Karish, juste pour dire oui, ça crée tout de suite un litige et un conflit. Merci beaucoup. Est-ce que cette technique de légitimisation de facto qu'on voit ici sur le forage de Karish, c'est pas la même chose finalement qu'ils font aussi dans les territoires disputés, colonisés, il y a une situation de facto et après de toute façon on peut plus changer. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, mettez-vous à la place de la délégation israélienne qui représentait donc le gouvernement israélien.
Pourquoi voulez-vous qu'ils acceptent de donner plus que la ligne 23 au Liban, alors que c'est la ligne qui était demeurée officielle? Et les politiques n'ont pas voulu parce que il y avait des raisons, et je pourrais revenir sur ces On va raisons. revenir, oui. Ils avaient des craintes, et une des craintes, c'était les sanctions américaines. Parce qu'en permanence, cette négociation était sous la menace des Américains. Chaque fois que le Liban voulait concrétiser son avantage, on en a empêché au travers des hommes politiques qui, eux, recevaient des menaces de sanctions et de gel de leurs avoirs, par exemple, aux États-Unis. Voilà. C'est ça la réalité. Voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il aurait suffi de faire au Liban? Qu'est-ce qu'il aurait suffi de faire pour le Liban pour changer les choses? Ben, il fallait rendre moins attractive la solution de rechange d'Israël. Et pour la rendre moins attractive, il fallait déposer l'amendement aux Nations Unies. Ça, c'était une des manières. Mais il y avait une autre manière, qui était de renforcer sa propre solution de rechange. De montrer à Israël qu'il avait d'autres ressources et qu'il n'était pas pieds et poings liés par l'accord qu'il cherchait à signer avec le gouvernement israélien. Et cette autre solution, c'était d'ouvrir des négociations avec la Syrie au niveau des frontières maritimes, parce que la Syrie a tracé sa ligne en grignotant entre 700 et 1000 km² de la surface maritime libanaise. Alors, explique-nous en quoi ouvrir les négociations avec la Syrie permettait d'offrir une autre alternative. Ben, tout le monde savait, et tout le monde sait encore aujourd'hui, que le Liban traverse une des plus graves crises du monde depuis 1860, au niveau économique, financier, tout. Et donc, quand tu es dans cette situation, la partie adverse peut être tentée, mais il le tente pour coup sûr, d'en profiter et de l'exploiter. Donc, si le Liban pouvait espérer des sources de revenus de ses champs dans le nord avec la Syrie, eh bien, à ce moment-là, il n'était plus complètement dépendant de Cana, etc. Donc, ça leur renforçait sa position au niveau économique par rapport à Israël, quoi. Il n'était plus dépendant d'Israël. Il montrait à Israël que le Liban n'était pas pieds et poings liés par... Alors, je vais te poser exprès, évidemment, cette question, mais alors justement, quel aurait été l'intérêt du Liban de revendiquer notamment la ligne 29? Ils auraient donc de facto abandonné cette solution-là. Pourquoi le Liban? Oui. Et le Liban, s'il avait déposé la ligne 29 aux Nations Unies, et il y a eu plusieurs tentatives de le faire, à ce moment-là, toute exploration de Karish par Israël était illégale. Et ça mettait la compagnie qui s'appelle Energean face à une décision du gouvernement libanais de les attaquer en justice et geler leur travail. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils se mettaient dans l'illégalité la plus totale parce que ça devenait une zone conflictuelle. Et le Liban n'a pas voulu le faire. Et on a examiné les raisons pour lesquelles il ne voulait pas le faire. Quand je dis le Liban, je parle des autorités libanaises. Bien sûr, oui. Ben, on a détecté 10 craintes. Je ne vais pas les passer toutes en revue parce que le temps serait très long. Mais par exemple, il disait, si nous, on dépose la ligne 29, les Israéliens vont déposer une ligne au nord de la ligne 1, qui était la ligne 310. Déjà, la ligne 1 n'a aucun soubassement juridique ou technique. Donc, il disait, ben, ils vont jouer le jeu du marchandage. Nous, on demande la 29, eux, ils vont demander la 310. Une autre crainte, c'était que ceci déclenche une guerre avec Israël. Remarquez, ils n'ont pas attendu récemment. Il y a eu 66 jours de guerre qui se sont arrêtés et qui ne sont pas encore arrêtés en novembre, normalement, mais qui continuent. Il y avait d'autres préoccupations qui disaient comme quoi on va être accusé d'avoir fait échouer la négociation. Voilà. Mais il y avait aussi d'autres raisons, comme ne pas perdre la face.
parce que le Premier ministre, en 2011, qui a signé le décret 6433, était le même Premier ministre aujourd'hui. Donc, il va dire qu'il s'est trompé. Or, dans le décret, il y avait un alinéa 3 qui disait « Si on a des éléments nouveaux, il est possible de l'amender ». Donc, il ne risquait pas ça, mais il y avait cette crainte de perdre la face. Mais vraiment, la plus importante, c'était la peur des sanctions américaines par le gel de leur avoir. Et les Américains ont fait ça très, très bien. Ils ont pris des personnes proches, par exemple de Nabil Berri, et ils ont mis des sanctions sur lui. Ils ont pris une personne très, très, très proche du président de la République, il n'était autre que son gendre, et ils ont mis des sanctions économiques sur lui. Donc voilà, donc tout le monde était là aux aguets, personne n'osait bouger. Et nous, par rapport à ces craintes, on a apporté des réponses très concrètes, juridiquement, pour dire elles ne tiennent pas la route, mais la délégation n'était pas entendue. Du coup, on a proposé une stratégie graduelle de négociation en disant OK, plutôt que de déposer comme ça d'un seul coup la ligne 29 aux Nations Unies, commençons d'abord par retirer la ligne 23. On a le droit, un État a le droit de le faire. Je retire la ligne 23 des Nations Unies et j'ouvre le champ de la négociation. Je montre que je suis sérieux, que la ligne 23 n'existe plus. Si au bout de 15 jours, l'autre partie n'entend pas raison, à ce moment-là, on amende le décret 6433 et on valide la ligne 29. Et on informe l'autre partie que ça y est, maintenant tout est prêt. L'amendement est fait. Et on donne un laps de temps, je dis 2 semaines, mais 3 semaines, 4 semaines, pour la négociation. Si l'autre continue à jouer la montre, à ce moment-là, on dépose officiellement la ligne 29 aux Nations. Donc voilà l'idée qu'on avait. Tout le monde trouvait qu'elle était fantastique. Elle est fantastique, il faut le dire. Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, l'État libanais, les autorités libanaises, tout ce qu'elles ont su faire, c'était de mettre de côté la délégation libanaise, sans leur dire. Hein, ils avaient un mandat et tout, rien. Et il y a eu une préemption de la négociation par les politiques qui, pour les raisons que j'ai indiquées, se sont précipités de céder. Et même le président de la République qui avait donné son mandat en disant c'est la ligne 29, il a déclaré le tournant a eu lieu en février 2022, quand le président de la République, qui avait été derrière l'équipe tout au long de cette négociation, déclare à un quotidien que la ligne 29 n'a aucun fondement, mais que la ligne du Liban, c'est la ligne 23. Je résume. C'était un coup de poignard dans le dos de la délégation libanaise et véritablement, ça a été vécu comme une véritable trahison. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien à gagner pour la délégation. De toutes les manières, elle n'était plus consultée. Voilà. Et là, donc, si tu devais évaluer rapidement cet accord et là aussi nous expliquer en quoi c'était une occasion ratée qui va avoir des conséquences, hein. Ah ben, On le verra après. Quelle est mon évaluation de l'accord? Mon évaluation de l'accord vient de qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon accord dans une négociation. Eh bien, il y a plusieurs raisons qui font que ce n'est pas un bon accord, même s'il y a quelques points positifs. Il faut que vous sachiez que les Américains poussaient le Liban tout au long de la négociation à accepter la ligne off, la fameuse ligne off entre les deux. Et même il l'a louée, elle était the beauty of off. Voilà, c'était comme ça en permanence dans la négo et la délégation avait vraiment résisté. Mais il y avait un point positif que quand même, alors que la délégation, alors que le médiateur poussait pour la ligne off,
le Liban a eu la ligne 23. Et la ligne 23 n'est pas si formidable que ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce qu'elle n'a aucun fondement juridique. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les 860 km² de conflit entre la ligne 1 et la suivante. Voilà, regardez, la ligne 23 ne respecte aucun des critères techniques et juridiques du droit de la mer. Vous la voyez? La Non. prochaine, voilà. Là, celle-là, restez sur celle. Regardez, elle démarre d'un point qui s'appelle le point 18 de la mer. Alors que le droit de la mer dit qu'il faut qu'une ligne parte de la terre, qui est Ras El Nakoura, le point rouge qui est là-bas, qui est le point au niveau des deux frontières, le point de séparation des deux frontières. Et vous voyez par là-bas, juste puisqu'il y a la ligne B1, qui est dans le tracé de la frontière terrestre entre le Liban et Israël. La ligne 23 aussi est problématique parce que non seulement elle démarre 28 mètres de la mer, mais également elle donne un effet à des îlots qui s'appellent l'île Techelet, qui est dans la mer, qui fait 600 mètres carrés, ça veut dire même pas la surface d'un bâtiment, qui est inhabité, et le droit de la mer dit ça peut constituer un événement exceptionnel qui permet de détourner le tracé d'une ligne. Or, si on prenait les faits pour cet îlot Techelet à 100%, ça réduisait, c'était disproportionné. Ça amputait la surface maritime du Liban de 1430 km². C'est totalement disproportionné. Et en octobre 2021, il y a eu un conflit qui a été résolu entre la Somalie et Kenya par rapport à plusieurs îlots comme ça dans la mer. Et le tribunal international du droit de la mer a dit non, on ne les prend pas en compte. Zéro effet pour ces îlots. Alors que la ligne 1 et la ligne OFF qu'on ne voit pas donnaient 100% d'effet à ces îlots Techelet et la ligne 29 donnait zéro effet. Donc on peut imaginer, alors que le Liban, pendant la négociation entre le round 4 et le round 5, avec le médiateur qui était choisi, qui s'appelait John Desrochers, qu'on a travaillé au corps, on lui a dit, voilà, on va vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Nous, on applique une méthodologie qui s'appelle la stratégie des gains mutuels. Et cette stratégie, elle a été développée à l'université de Harvard aux États-Unis. Et il y avait une des membres de la délégation américaine qui a dit « Wow, I am a big fan. Je suis une amatrice de cette méthode. Et cette méthode vise un accord mutuellement acceptable. » Et on a dit, vous savez, nous on veut ni ligne 1, ni ligne OFF, ni ligne 23, ni ligne 29. On supprime toutes les lignes. On vous propose de venir avec 2 experts internationaux du droit maritime qui diront quelle est la bonne ligne. On accepte, nous, la décision qu'ils prendront. Et les Américains ont dit, ah, wow, ok, why not, pourquoi pas. Mais au round suivant, qui était en mai 2022, ils n'ont pas amené les experts qu'ils avaient juré qu'ils allaient venir avec. On les a réellement déstabilisés parce qu'en permanence, on a joué carte sur table en disant votre intérêt c'est quoi? Votre intérêt c'est de sécuriser l'exploitation de Karish et comme ça de sécuriser l'approvisionnement de vos centrales électriques, de casser le monopole de Chevron qui était 40% plus cher sur les autres champs gaziers et pétroliers. Et vous, avec une nouvelle ligne, vous pourrez avoir Karish. Et nous, on pourrait avoir Cana. Et comme ça, il n'y aura pas de conflits ultérieurs. On a véritablement déstabilisé même le médiateur qui a été voir l'autre partie. Il y a eu un changement de gouvernement en Israël. Il a été en Israël. Et on a dit, soyons créatifs.
On peut trouver des choses créatives pour les deux parties, Cana pour nous, Karish pour vous, etc. Au début, il disait oui, mais rapidement, il revenait en disant 860 km². C'est là-dedans. Soyons créatifs à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, pour l'évaluation de l'accord, Oui. et pourquoi je considérais que c'était une occasion manquée, même, encore une fois, s'il y a eu quelques points positifs. Il y a eu beaucoup de mythes qui ont circulé autour de cet accord. Sachez qu'il a été signé le 27 octobre 2022, alors que le mandat du président de la République, Michel Aoun, se terminait à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire 3 jours avant la fin du mois. Pourquoi on s'est précipité? On s'est précipité parce qu'il voulait déclarer qu'il a fait un accomplissement au niveau de son mandat, un grand accomplissement, que le Liban va rentrer dans le club fermé des pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz. C'était un intérêt personnel et ce n'était pas l'intérêt du Liban. On a dit comme ça, le Liban, voilà, a obtenu tous ses droits en hydrocarbures. Ben non, il n'a pas obtenu tous ses droits. On aurait déposé le décret, l'amendement du décret 6433, il aurait eu au moins entre 500 et 700 km² de plus. C'est des milliards qui sont en jeu. Ce sont des milliards qui sont. Ils ont volé le peuple libanais. L'intérêt qui était ne pas être spolié de ses droits au niveau des hydrocarbures, ben il l'a été bel et bien. Il a été même volé. Puis on a dit que Cana appartenait au Liban. Regardez, le champ de Cana. On met prospect, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ben on a dit, avec cet accord, le champ de Cana appartient au Liban. Comment est-ce qu'il appartient au Liban avec la ligne 23? Mais on prend les gens pour des cons ou quoi? Non, tout ce qui est au sud de la ligne 23 appartient à Israël. Et elle s'est pressée de le dire. Mais on ajoutait de la poudre aux yeux au peuple libanais en lui disant « ça y est, on a Cana ». Mais non, tu n'as pas Cana. Et il y a eu un accord entre, comme le Liban ne traite pas avec l'ennemi, donc on a dit c'est Total, qui était la société d'exploration qui a été choisie par le Liban, qui donnera sa part à Israël de Canaan. Donc il y a à peu près 16% du champ qui est sur le bloc 72, que c'est Total qui les payera directement. Donc ce n'est pas le Liban qui traite avec Israël. Mais ça donnait de facto un droit de veto à Israël par rapport à l'exploitation de ce champ. Tant qu'ils ne sont pas d'accord avec Total, ils peuvent dire non. On explore, oui, mais on n'exploite pas. Le Liban pouvait explorer, c'est-à-dire mandater Total d'aller chercher, de faire des forages pour trouver s'il y a du gaz ou du pétrole. Mais après, il y a les phases d'exploitation et de commercialisation. Ben, il ne peut rien faire tant qu'Israël n'était pas d'accord avec Total. Et il y a un précédent entre Israël et Chypre. Il y avait 5% d'un champ qui était entre les deux pays et était traversé par la ligne. Les Chypriotes n'ont pas pu exploiter ce champ pendant 10 ans. Israël les retardait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence au niveau de la vente de ton gaz et de ton pétrole au monde entier, à l'Occident. Voilà, donc Cana n'appartient pas au Liban. Ensuite, le Liban, on dit, n'a pas cédé sur sa souveraineté. Donc on dit le Liban n'a pas cédé sur sa souveraineté. Malheureusement, le Liban a réellement cédé sur sa souveraineté. Regardez un truc qui s'appelle la ligne des bouées. Là, en rouge, c'est marqué, la ligne des bouées, en deux. Quand en 2000, Israël s'est retiré du Liban, hein, il n'y a pas eu une guerre au Liban, il y a eu des guerres. Elle s'est retirée du Liban. L'ONU, par l'intermédiaire de la FINUL, donc les forces d'interposition qui ont été mandatées de venir sur place, ont tracé une ligne que vous avez vue tout à l'heure qui s'appelle la ligne bleue où il y avait le point B1.
Vous l'avez vu? Vous vous en rappelez? OK. Mais Israël, d'une manière unilatérale, a fait poursuivre la ligne terrestre par une ligne maritime qui est la ligne 1, qui s'appelle la ligne des bouées. Et dans cette ligne 1, il bouffe 2,25 km² de surface maritime libanaise. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'à Ras El Nakoura, du côté israélien, il y a un complexe touristique qui s'appelle Rosh Hanikra, etc., où les touristes israéliens vont. Et donc, ils disaient, nous, on ne veut pas de circulation maritime dans cette région par crainte que le Hezbollah ou autres djihadistes attaquent notre complexe touristique. Donc, voilà, ils se sont emparés illégalement de cette surface. Et l'accord a légitimé ce qui est illégitime. Ce n'était écrit nulle part. C'était de facto, le Liban était mis devant le fait accompli, mais ce n'était pas légitimé. Dans l'accord, cette ligne a été légitimée puisqu'on a dit on laisse les choses en l'état de facto et voilà. Donc le Liban a cédé sur un de ses intérêts fondamentaux. On avait dit au début un bon accord, c'est celui où on ne cède pas sur ses intérêts. Il a cédé sur cet intérêt. Ensuite, on a dit que cet accord assure stabilité et sécurité sur la frontière sud du Liban. Alors, je vois la mine dubitative de tous les gens qui suivent un peu l'actualité. Vous avez vu la guerre de 66 jours qui a été déclenchée par Israël contre le Liban, même si on dit que c'était contre le Hezbollah, c'était contre le Liban. Et c'est le Hezbollah qui décidait de la guerre et de la paix au Liban jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça, il faut le dire. Ce n'étaient pas les autorités libanaises. Les autorités libanaises étaient aux abonnés absents. Une autre raison pour laquelle je considère que l'accord n'est pas optimum, n'est pas optimisé et que c'est une occasion manquée, il a créé un précédent pour les négociations de délimitation des frontières maritimes avec la Syrie. En acceptant la ligne 23, qui n'a aucun fondement juridique, ni technique, la Syrie, qui a grignoté 750 à 1000 km² de la surface maritime du Liban, et qui rejette un des critères qui s'appelle le critère d'équidistance. C'est-à-dire, on trace la ligne, on dit c'est équidistant des deux frontières. Elle la rejette. Et le Liban, non, il veut utiliser les critères objectifs du droit de la mer. Israël va lui dire, avec l'ennemi, vous n'avez pas utilisé le droit international et avec nos pays frères, vous allez le faire. Donc, on a créé un précédent fâcheux pour cette négociation à venir. Hein, c'est une des négociations que le Liban doit affronter. Et ensuite, on a dit que cet accord va sauver le Liban au niveau de la crise économique, financière qu'il traverse. Or, c'est un argument absolument faux, parce que même si tout se passait bien, rien entre le moment où on commence à forer et à découvrir et le moment où on exploite se passe généralement, hein, c'est pas que le Liban, entre 7 et 10 années. Donc, il n'y avait pas besoin de se précipiter et de faire des concessions injustifiées à la partie. Voilà. Et cet accord a laissé, il laisse un goût amer et il est loin d'être optimum pour le Liban. Donc, en conclusion. Voilà, et puis on va rebondir et tu auras des questions. Il y avait des solutions autres et plus créatives. Mais, comme je le disais, la précipitation pour que le président puisse dire il a fait un accomplissement au niveau de son mandat a entraîné des concessions totalement injustes. Pour cette ligne des bouées, pourquoi est-ce qu'elle existe? La ligne des bouées dont on a parlé. Israël voulait la sécurité. Mais le Liban, il veut la souveraineté.
Oui ou non? C'est sa souveraineté qui est en jeu. Or, sécurité et souveraineté sont des intérêts qui sont différents. C'est pas contradictoire. Et la méthode sur laquelle on a travaillé, justement, elle s'appuie sur le fait que chacun veut quelque chose de différent. Parce que comme chacun veut quelque chose de différent, il est alors possible d'inventer une solution nouvelle, créative, qui satisfait les deux. Dans notre cas très précis, c'était de créer une zone de non-navigation assurée et garantie par la FINUL. Donc, ce n'est plus une zone contrôlée par les Israéliens, elle est contrôlée par quelqu'un extérieur, accepté par les deux parties, mais le Liban, il a tous les droits, il préserve tous ses droits sur cette zone, sauf la navigation. Donc, c'était une solution créative. Alors, puisqu'on a 2 minutes, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Je vous donne un exemple où on a appliqué cette méthode dans les négociations, puisqu'on est au Moyen-Orient, entre Israël et l'Égypte en 1978. Voilà. Non, restez là-dessus. En 1978, il y a eu la guerre, ce qu'on appelait la guerre des... non. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et Israël, entre autres, a envahi la péninsule du Sinaï. Et elle l'a occupée jusqu'en 1978. Je fais vite. Entre 1973 et 1978, il y a eu des négociations pour essayer de trouver un accord par rapport à cette péninsule. Alors, vous pouvez cliquer. Alors, on a proposé, par exemple, de la couper en deux. On a proposé de la couper en deux d'une autre manière. Vous pouvez aussi, voilà. On a fait des propositions de cette épaisseur, mais aucune des parties ne les acceptait. Parce qu'il y avait, on a découvert on a découvert des champs pétroliers. On disait, voilà, une partie va à Israël, une partie va à l'Égypte, mais les deux refusaient. Quand le président Carter, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, à 100 ans, a réussi à faire venir à Camp David le président Anwar al-Sadat égyptien et Menahem Begin, le premier ministre israélien. Au bout de 2 jours, la négociation était rompue. Tous les deux étaient en train de partir et disaient, il n'y a pas d'accord possible. À ce moment-là, un des conseillers de Carter lui dit, mais il y a une nouvelle méthode qui a été inventée à Harvard, etc. Pourquoi ne pas la tenter? Et effectivement, ils ont appelé mon maître et mon mentor, qui s'appelle Roger Fischer, et ils ont appliqué la méthode. Et dans la méthode, on dit pas qu'est-ce que vous voulez. On demande pourquoi vous voulez. Et donc, on a dit à Israël, on a dit à l'Égypte, pourquoi vous voulez reprendre le Sinaï? La suivante. Il dit, nous, ça fait à peine 100 ans qu'on a tout notre territoire. Notre besoin est un besoin de souveraineté nationale. Merci. Puis il va voir l'autre partie, il lui dit, et vous, monsieur Begin, pourquoi vous ne voulez pas rendre le Sinaï à l'Égypte? Et Menahem Begin dit à Carter, mais vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas vous qui vivez à côté des Arabes. Nous, on ne veut pas que nos villes et villages frontaliers sud soient en permanence sous la menace des canons et des chars égyptiens. Notre besoin est un besoin de sécurité. Besoin de souveraineté nationale, besoin de sécurité. C'est la même chose que l'histoire de la ligne des bouées. Chacun veut quelque chose de différent. Et comme chacun veut quelque chose de différent, ça devient une question de créativité. Tout le monde pense que les négociations, c'est toujours contradictoire avec les positions. Dans 85% des cas, quand on creuse et on travaille, on découvre que chacun veut quelque chose de différent, que les intérêts sont différents. Et on peut dire que la négociation, c'est vivre les différences. Parce que grâce aux différences, on invente des solutions nouvelles. Et dans le cas précité, tout. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé ce qu'on appelle la zone démilitarisée entre le Sinaï et Israël. Avec la zone démilitarisée,
contrôlé par des instruments de détection électronique, radar, contrôlé par les Américains. Donc, vous pouvez imaginer pourquoi ils sont sur place, qui a garanti la sécurité pour Israël et qui a permis à l'Égypte, à Anwar Sadat, de dire « j'ai ramené le Sinaï sans effusion d'une goutte de sang ». Accord qui tient jusqu'aujourd'hui, je vous le signale. Voilà. Merci Donc, infiniment. voilà. Avant que tu Et- conclues, c'est ça? J'allais dire juste encore. Oui, oui, une conclusion. Voilà. Donc, pourquoi c'était important de tirer des enseignements, d'écrire ce livre? Parce que le Liban affronte X négociations là, dans les jours qui viennent, dont une fondamentale, qui est la négociation de la démilitarisation de Hezbollah. Parce que n'oublions pas que la guerre qu'a déclenchée Israël contre le Liban, à contre-cœur pour une grande partie des Libanais, c'est pas leur guerre. Israël a rasé le sud du Liban, des villages entiers ont été rasés. Parce qu'ils disent, nous, on veut que le Hezbollah soit démilitarisé, non seulement au sud du Litani, qui est le fleuve qui est à 27 km de la frontière, mais également au nord. Et donc, le Liban, la nouvelle gouvernance du Liban, s'attelle et doit s'atteler avant toute autre chose. La priorité des priorités, c'est la négociation sur la démilitarisation de Hezbollah. Et j'ai déjà écrit un mot là-dessus. Il ne faut pas dire démilitarisation, parce que si on fait ça, et le président de la République l'a dit clairement, il faut que ça soit fait par le dialogue et la diplomatie. Parce que sinon, c'est une guerre civile au Liban. Et il a même jeté une première idée qui est ce qui a été fait dans d'autres pays, comme par exemple en Colombie, que certains des combattants de Hezbollah pourraient être, après formation, intégrés dans l'armée. Mais il y a plein d'autres idées. Il y a plein d'autres idées qui peuvent permettre au Hezbollah de ne pas être humilié, de ne pas perdre la face, et que le Liban puisse avoir le monopole des armes comme n'importe quel pays sur son territoire. Mais après, il y aura d'autres négociations, justement, avec la Syrie, négociations des frontières terrestres avec Israël et avec la Syrie aussi. Mais il y a également, entre 1,5 million et 2 millions d'émigrés, de réfugiés syriens au Liban. Maintenant qu'ils ont un nouveau régime et tout, il faut négocier, suite à la chute de Assad, il faut négocier le retour de ces gens. Le Liban, c'est 4 millions d'habitants. 2 millions de Syriens, ça fait comme si on disait en France, 32 millions de personnes ou 33 millions arrivent en 2 ans. Ah ben, il y en a qui s'en remettraient pas, c'est sûr. Ouais. Et c'est une occasion manquée, non seulement pour le Liban, mais pour Israël aussi. C'est ce que j'écris dans mon livre. Pourquoi? Parce que l'objectif des Israéliens, c'est d'être acceptés par leurs voisins. Vous avez tous entendu parler des accords d'Abraham. Et l'Arabie saoudite a failli signer, il n'y a pas très longtemps, également cet accord d'Abraham. C'est un des exploits de M. Trump. Et Israël, au lieu de tendre la main au Liban, elle a voulu l'enfoncer et faire en sorte qu'il ne puisse pas se relever. Donc, ils ont également raté une occasion de se mettre dans de bons draps vis-à-vis des autorités libanaises. Voilà. Un grand merci à toi pour ces explications très claires. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'une des demandes justement aussi de Joseph Aoun, c'était de plaider pour la levée des sanctions contre la Syrie, pour permettre à la Syrie de enfin se reconstruire économiquement, parce que le pays est complètement exsangue. Complètement exsangue. Et lié à la guerre, mais lié surtout aux 54 ans de dictature d'un régime qui a complètement siphonné l'économie du pays et complètement déshumanisé le pays. Alors, on va voir un petit peu les questions en direct, en présentiel, en ligne. Première question. Clairement, cet accord contient beaucoup de brèches, des brèches géographiques, morales, professionnelles, politiques, légales. Est-ce que le Liban aujourd'hui, puisqu'il n'est plus gouverné par des traîtres, a des voies de recours contre cet accord? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que le Liban a des voies de recours internationaux? Oui. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. La voie de recours, c'est que, selon l'article 44 du traité de Vienne, qui dit
qu'un pays peut remettre en question un accord, un traité, si il contrevient à quelque chose. Or, l'accord contrevient à l'article 52 de la Constitution libanaise, puisque la décision a été prise au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le président de la République, sans consultation ni du gouvernement ni du Parlement. Vous imaginez ça en France? Ce serait la révolution. Donc, une nouvelle gouvernance, comme on peut l'espérer le Liban a aujourd'hui, peut le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu un forage en août 2023, un forage dans le bloc numéro 9, et qui a été malheureusement négatif, puisque Total n'a pas découvert du gaz, mais ça ne veut rien dire. Ils peuvent revenir, mais chaque forage coûte entre 120 et 130 millions de dollars. Hein. C'est pas gratuit. Il y a eu dans d'autres pays comme la Norvège, avant de devenir le pays producteur de gaz comme il l'est aujourd'hui, il y a eu 33 forages. D'accord. Pareil en Égypte, il y a eu 9 forages avant de trouver quelque chose qui soit exploitable et qui permette de gagner de l'argent. Donc pour l'instant, le Liban est loin de bénéficier malheureusement de cette manne qui existe chez lui. Il n'y a pas de raison. Pour tous les autres pays, ça existe. Donc pour le Liban, ça existe aussi. Oui, il peut le remettre en question. Deuxième question. Monsieur qui semble connaître un peu... Ah, ceci explique cela. Mais j'allais vous demander, parce que ma mémoire me fait défaut, je crois qu'à un moment, le projet de la ligne 23 amendé jusqu'à la ligne off avait été proposé. Oui. Ensuite, écarté car inacceptable. Et je crois que nous avions tenté d'arguer sur la juste répartition des ressources. Au final, pourquoi ça n'a pas été retenu? Enfin, le fait de concrètement inclure tout Cana au Liban et de revenir sur la ligne 23 ensuite. Je crois que c'était une possibilité. J'ai pas très bien compris. Alors, si je me rappelle bien, dans les négociations de l'été, il y a eu un projet pour inclure tout Cannes dans la zone libanaise, d'amender la ligne 23. On va parler de la ligne 23. Oui. C'est-à-dire une des 5 propositions de Amos Hochstein, c'est ça, oui. qui était le médiateur, le dernier médiateur, était de faire une ligne recourbée C'est ça. et qui descend sous Cana. Mais remonte jusqu'à Off. Mais malheureusement, elle remontait jusqu'à Off, et cette ligne ne repose sur aucun critère juridique ni technique du droit de la mer. C'était totalement arbitraire, et les Libanais ont à juste titre refusé. Mais ce que j'allais vous demander, parce que j'ai au moment un petit peu, enfin, je me suis un peu retourné de ces affaires-là, mais je sais qu'à un moment, nous avions argué la juste répartition des ressources, il me semble, pour inclure Cana et revenir à la ligne 23. Pourquoi ça a échoué au final? Non, il y a eu 5 projets, vous pouvez les voir dans le livre parce que j'ai obtenu on a pu copier les 5 projets qui étaient faits, et tous ont été rejetés, non seulement par le Liban, mais également par Israël. Ah, d'accord. Okay. Donc, ça n'a pas marché, mais Amos Hochstein a été le dernier médiateur. Comme vous le savez, il a la double nationalité américaine et israélienne. C'était le médiateur le plus impartial de la planète. Oui, mais on m'a beaucoup posé la question, pourquoi le Liban, est-ce que le Liban pouvait accepter une médiation américaine? Mais il n'avait pas d'autre choix. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, s'il y a un pays qui peut imposer quelque chose à Israël, ce sont les États-Unis. D'ailleurs, on vit la même chose en ce moment même, depuis 2 jours, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Okay? Et tout le monde sait que c'est pas la France, ni l'Angleterre, ni le Canada qui pourront infléchir Israël, même si ils disent des choses, parce que les sanctions qu'ils ont votées, ben, ça ne changera rien. Tout le monde sait, et le président français sait, que seuls les Américains peuvent avoir un impact au niveau d'Israël. Alors, on va passer à des questions en ligne. Alors, il y a une personne qui demande,
est-ce qu'Israël pourrait tricher sous la mer, donc c'est-à-dire forer une partie de Cana qui appartient au Liban? C'est arrivé dans tous les pays du monde, ça. Parce que les entreprises comme Schlumberger, qui ont les moyens techniques pour descendre, peuvent le faire d'une manière pas verticale, mais verticale puis horizontale. Et c'est ça qui a provoqué une guerre, juste pour le savoir, entre le Koweït et l'Irak. Parce que les Koweïtiens disaient on est volé par l'Irak à cause de ce que vient d'être posé comme question. Alors, juste une remarque et après on passe à une autre Oui, question, s'il juste vous très plaît. rapidement, c'est important de préciser, je pense, pour les gens, parce qu'ils se font une idée qui est fausse de comment se passe un gisement sous-marin. C'était pas une poche, c'est plusieurs petites poches. Et les gens ont tendance à penser qu'un gisement gazier ou pétrolier, c'est une énorme poche qu'on part forer, comme ce qui se passe sur la terre ferme, c'est comme ça. Non, sous la mer, ce sont plusieurs petites bulles, pour ainsi dire. Et c'est ça qui est très coûteux et qui prend beaucoup de temps et des ressources. Donc voilà, juste que les gens ne s'imaginent pas qu'on puisse directement accéder à toutes les ressources libanaises sous la mer. Non, c'est plein d'un tracé très intriqué. D'accord. Autre question? Justement, la personne demandait également pourquoi est-ce que ce sujet n'est-il pas abordé par le nouveau gouvernement? Je pense qu'ils viennent d'arriver. Il faut peut-être là aussi leur laisser un petit peu de temps, puis ils ont quand même d'autres priorités. C'est une très bonne question, il me semble. mais la priorité des priorités, je peux vous le dire, c'est la négociation avec le Hezbollah. Évidemment. C'est la grande priorité. Comment le faire pour que le Liban retrouve sa souveraineté au niveau des armes sur son territoire et que le Hezbollah, qui a quand même une assise sociale très importante au niveau des chiites, des musulmans chiites, ne soit pas humilié et que cette catégorie de la population libanaise ne se sente pas larguée, abandonnée et humiliée. Et je rajouterai un point qu'on donne les moyens à l'armée libanaise de pouvoir se redéployer et de pouvoir assurer la sécurité, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Et Israël, malheureusement, décrédibilise l'armée en gardant 5 points de contrôle au niveau du sud du Liban. Et du coup, le Hezbollah dit, mais regardez, vous dites que vous assurez la souveraineté du Liban, mais Israël est toujours là. Alors que nous, la résistance, ils n'auraient jamais osé, mais on a vu ce qu'ils ont fait en n'a rien de temps, comment ils se sont écroulés et effondrés. Alors, il y a une autre question. Comment comprendre l'implication des États-Unis dans les négociations? Quels étaient leurs intérêts initiaux? Est-ce qu'il s'agissait uniquement d'une volonté de pacifier un conflit frontalier potentiellement déstabilisateur pour la région, ou d'autres intérêts étaient-ils également en jeu? Pacifier. Évidemment, les États-Unis ont des intérêts économiques partout dans le monde, c'est pas uniquement dans la région. Mais dans la région, vous le savez tous, c'est le premier allié de l'État d'Israël. Donc, ils jouent cette carte-là. Et leur intérêt, c'est de montrer qu'ils sont aussi des bons médiateurs et qu'ils aident leurs alliés à défendre leurs intérêts. Voilà. Alors, une par une. Synthétique, mais oui. Vous voyez, je réponds à toutes les questions. Merci. J'ai une question technique sur la ligne 29 et la ligne 23. J'ai compris que c'était les lignes initialement proposées par l'organisme de l'ONU. Et je voulais savoir ce qui, techniquement, objectivement, justifie une telle différence entre la 23 et la 29. Parce qu'on voit clairement que le bloc 72 est à l'intérieur. Et la deuxième, c'est sur les rapports avec la Syrie. Comment vous les... On va peut-être commencer par la première question, si ça, puis comme ça, la deuxième, vous allez pouvoir la poser. J'y veillerai. Un des critères un des critères objectifs qui permettent de faire la ligne de démarcation, on a dit, c'est l'équidistance. Mais il y a un autre critère qui est l'impact donné à des phénomènes comme un îlot qui s'appelait ici, dans ce cas, l'îlot Techelet. La ligne 29 donne 0 impact. La ligne OV et la ligne 1 donne 100% d'impact. Et entre 0 et 100%, il y a pas mal de kilomètres carrés. Et pour le Liban, ce 0% a porté 1430 kilomètres carrés de plus que la ligne 23. Donc, ça fait, avec la ligne 23, avec les 860 km² entre la ligne 1 et la ligne 23, ça fait 2290 km de surface maritime.
Donc voilà, il y a des machines qui appliquent les critères et qui tracent les traits. C'est pas quelqu'un qui, comme ça, le fait chez lui et dit voilà ma ligne. C'était pas des lignes arbitraires. C'était des lignes fondées sur des critères absolument objectifs. Mais même si je suis dans l'objectivité, je peux dire, j'accepte qu'il y ait un expert extérieur qui vienne dire si oui ou non je le suis ou je ne le suis pas. Et cet expert extérieur, on l'a demandé, on a même dit prenez 2 experts extérieurs. Et il y avait alors une possibilité qui dise pas 0%, pas 100%, mais 50%. Il aurait dit juste 50%, le Liban avait une ligne qui donnait, au-delà de la ligne 23, au moins 500 à 700 km² de plus. Et voilà. Et on a dit ça à Hochstein, on l'a rencontré à part, parce qu'après, il faut dire que John Desrochers, une fois qu'il a commencé à écouter un peu la délégation libanaise, a été mis à l'écart. Votre deuxième question, notamment sur la Syrie. Sur la Syrie, j'ai compris que pour l'instant, on allait envisager des négociations compliquées sur la frontière maritime. Or, on sait que l'exploration et l'exploitation de gaz et de pétrole en mer coûte très cher. Est-ce que le pooling des ressources entre deux pays qui pourraient s'allier à l'avenir, donc le pooling, mettre en place ensemble des financements pour pouvoir notamment mettre en place des pétroles de floating LNG qui sont très efficaces aujourd'hui, comme ce qu'il y a au Mozambique, par exemple. Est-ce que c'est envisageable de penser qu'ils pourraient faciliter les négociations en mettant ensemble les ressources financières pour justement bénéficier et exploiter ces ressources-là qui sont communes? La réalité, c'est que c'est pas les pays qui mettent l'argent. Ce sont les compagnies internationales comme Total, comme Energean, comme Eni, qui soumettent, parce qu'il y a une sorte d'appel d'offres qui est fait par les pays pour l'exploitation de leurs blocs. Et dans l'accord qui se fait à la fin, la compagnie dit, moi, je prendrai 60, 70, 50, peu importe le chiffre, mais il y a des chiffres qui sont reconnus, un pourcentage de l'exploitation, et le pays garde 25, 30, 40% de l'exploitation. Voilà. Donc, c'est pas toi qui investis, c'est la compagnie internationale qui investit. Et donc, il faut savoir les attirer. Qu'est-ce qui les attire? C'est qu'il y ait une pacification au niveau des lignes. C'est pour ça que les deux pays doivent négocier, et le droit maritime dit, comme je l'ai dit au début, pour parvenir à un accord équitable qui satisfait les intérêts des uns et les satisfait les intérêts de l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question en ligne? Sinon, les compagnies ne viendraient pas parce qu'elles ont peur qu'on vienne les bombarder ou des trucs comme ça. Un autre petit point, alors pour terminer notamment, enfin terminer ou pas d'ailleurs, il y a peut-être d'autres questions qui vont arriver, sur la Syrie, parce qu'effectivement, il y a la frontière maritime, mais il y a tous les points de dissension autour de la frontière terrestre qui, déjà du temps du mandat, n'a pas été... enfin, il y a eu une délimitation, mais pas une fixation officielle. Et donc, aujourd'hui, on estime qu'il y a une trentaine de points, en fait, qui n'ont toujours pas été résolus. Hafez al-Assad et son fils ont toujours présenté les Libanais et les Syriens comme un seul peuple, deux pays, et qu'en gros, la frontière, ce qui lui a permis aussi au régime de pouvoir satelliser encore plus certaines zones. Et il y a notamment les fameuses fermes de Sheba. De Sheba et Si vous pouvez, etc. ferme de Sheba, revenir 2-3 minutes là-dessus, peut-être Écoutez, rapidement. Il y en a qui disent que c'est un territoire qui appartient au Liban, d'autres qui disent que ça appartient à la Syrie. De toute façon, C'est occupé par Israël. par Israël. Donc, Voilà. donc il y a des critères, Ouais. et il y a des gens qui sont très spécialisés dans les frontières terrestres et qui disent qu'il y a une solution tout à fait possible et acceptable. Encore faut-il que les deux pays puissent se mettre autour de la table et puissent en discuter. On va y arriver. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un intérêt à ces fêtes de, je sais pas, un intérêt géographique ou autre, ou politique, ou c'est juste un prétexte, comme ça on crée une fiction? D'abord, pour le Hezbollah, ça donnait un prétexte Bien sûr. pour dire le Liban a besoin de la résistance pour la frontière terrestre avec la Syrie, tout comme pour la frontière terrestre avec Israël.
c'est une question de souveraineté. L'intérêt, c'est un intérêt de souveraineté. Il n'y a pas forcément des ressources extraordinaires qui sont là. Non, parce que c'est 25 km Alors, carrés. Pour la frontière terrestre avec Israël, 25 km. il y a eu plusieurs tentatives de négociation. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre au début sur les facteurs déclencheurs de cette négociation. Il y a 13 points de désaccord. Et il y a eu en 2017 une négociation qui avait réglé à peu près la moitié, il en restait 6. Et les Américains, voulant pousser le Liban à signer cet accord, parce que tout ça c'est très important pour les Américains, ils ont proposé apparemment 500 millions de dollars par point si le Liban accepte les propositions d'Israël, donc 3 milliards. Heureusement, la délégation libanaise a dit même 300 milliards ne nous ferait pas flancher. Donc il y a toujours ces 13 points qui sont là, sachant qu'il y a la moitié pour lesquels il y avait déjà eu un accord. Ouais. Donc pour les fermes de Shebaa, mon cher Georges, tu sais bien, il n'y a plus maintenant, ça enlèverait l'excuse à Hezbollah de vouloir avoir la résistance. Et d'ailleurs, ni le président de la République, ni le Premier ministre n'ont prononcé ce mot dans leur allocution. Voilà. Et ce qui est une nouveauté absolue au Liban. Oui. Spécifions que c'était absolument pas l'ordre du jour, pas du tout la priorité. Et volontairement, en plus, tous les points de clivage entre le Liban au niveau de la frontière terrestre et la Syrie, c'était volontairement laissé tel quel par le régime, par le clan Assad, permettant de justifier, là aussi, plus favoriser les trafics Captagon et armes. Je crois qu'on a... C'est bon, on a fait le tour. Encore un grand merci, Michel. C'est un plaisir de t'entendre et surtout d'aborder un sujet qui est peu évoqué. Et encore une fois, j'insiste. Donc, vous aurez tout, absolument tout sur les frontières, sur ces négociations. Et l'intégralité des droits sont reversés justement à cette association qui vient en aide aux orphelins des militaires libanais. Voilà, donc, et c'est remarquablement bien écrit. Voilà. Merci. Un grand merci à toi. Merci à toi.